Up, get your hand down. Up, right, double time. Here. Up, right, up. I love working for Uncle Sam. I love working for Uncle Sam. Lets me know just who I am. Lets me know just who I am. 1, 2, 3, 4, United States Marine Corps. 1, 2, 3, 4, United States Marine Corps. 1, 2, 3, 4, I love the Marine Corps. 1, 2, 3, 4, I love the Marine Corps. My Corps, My Corps, your Corps, your Corps, our Corps, our Corps, Marine Corps. Marine Corps. Good, Good. good. Pick up the step a little bit. We're going a little bit too slow. I don't want no teenage dream. I just want my M14. If I die in the combat zone, lock me up and ship me home. Box me up and ship me home. Pin my medals upon my chest. Pin my medals upon my chest. Tell my mom I've done my best. Tell my mom I've done my best. Turn my body 6 foot down. Lay my body 6 foot down. Till you hear it hit the ground. Till you hear it hit the ground. When it hits the bottom, you'll hear me say, When it hits the bottom, you'll hear me say, I want to be a drill instructor. I want to be a drill instructor. I want to cut off all of my hair. I want to cut off all of my hair. I want to be a drill instructor. I want to be a drill instructor. I want to wear my smoky bear. I want to wear my smoky bear. Hoi, Hoi, hey, hey, have fun your left foot. clap on your left foot, Every other left foot. every other left foot. I gave me some. I give it some, I gave me some. I give it some. Easy, Easy, easy. easy. I got for you. I got for you. I got for me. I got for me. Good. Good. Oh yeah. Oh yeah. Bonjour à tous. Full Metal Jacket, c'est le nom du 12e long métrage de Stanley Kubrick, certainement l'un des plus connus du grand public. Il est considéré aujourd'hui, ex aequo avec Apocalypse Now, comme le meilleur film sur la guerre du Vietnam. Car Full Metal Jacket est un film de guerre, bien plus que Les Sentiers de la Gloire, qui était un film antimilitariste, ou Dr. Folamour, qui était une parodie. Pour Kubrick, Full Metal Jacket, c'est son seul film de guerre. Alors si ce n'est pas un film antimilitariste à proprement parler, c'est bien un film contre l'engagement des États-Unis dans la guerre du Vietnam, puisque le film ne va cesser de montrer comment un jeune homme intelligent et spirituel va perdre son âme au profit de l'US Army. Le film est en effet centré sur le personnage de la recrue J.T. Davis, surnommé Joker ou Guignol dans la version française. Le film se découpe en 2 temps. Dans un premier temps, on suit l'entraînement des recrues au camp d'entraînement de Paris Island, encadré par le sergent-instructeur Hartman, et sa méthode basée sur l'engueulade et les insultes. Le sergent Hartman est d'ailleurs joué par un vrai sergent-instructeur des Marines qui a servi au Vietnam, Ronald Lee Ermey. Alors contrairement à la légende, Kubrick n'est pas allé le chercher dans une base de Marines puisqu'il jouait déjà au cinéma. Il a par exemple joué un pilote d'hélicoptère dans Apocalypse Now de Coppola.
Cependant, ce n'est pas en tant qu'acteur que Kubrick l'a initialement embauché, mais en tant que conseiller technique. Il improvisa toutefois quelques insultes pendant les auditions, car Kubrick lui avait demandé de donner la réplique aux acteurs. Et ayant observé la manière dont il créait ce personnage, Kubrick sut qu'il avait trouvé son sergent instructeur. Et c'est ainsi que le sergent Hermet devient le sergent Hartman, rôle qui va le rendre mondialement célèbre. Alors petite parenthèse, mais le parcours de Lee Hermet est assez original puisqu'il a joué dans plus de 60 films, mais toujours ou presque toujours dans des rôles de soldats et très souvent dans des rôles précisément de sergent instructeur. Par exemple, la voix du sergent dans Toy Story, c'est lui. Mais revenons, si vous le voulez bien, à notre histoire. Alors, durant ces jours d'entraînement, on fait la connaissance des recrues, qui seront les personnages principaux du film. On assiste à leur quotidien, ainsi qu'à leur rapport complexe avec le sergent Hartman. Alors parmi ces nouvelles recrues, qui ont tous droit à un surnom désagréable, il y a Leonard Lawrence, alias Gomer Pyle, grosse baleine en version française. Hartman concentrera les meilleures de ses insultes envers lui, faisant de lui son souffre-douleur. Guignol se liera d'amitié avec Leonard Lawrence, le prenant sous son aile, par pitié surtout. Mais devenant le souffre-douleur non plus seulement d'Hartman, mais de tout le régiment, à l'exception de Guignol, Gomer Pyle finira par se suicider après avoir tué le sergent Hartman, tout cela sous les yeux de Guignol, dans une scène qui est certainement une des plus fameuses de la filmographie de Kubrick, où Léonard semble avoir complètement changé de personnalité et laissé apparaître en lui la force furieuse de la vengeance, avec ce regard si particulier, la tête penchée en avant et les yeux regardant droit devant lui. Ce regard, c'est la tête de taureau très connue des fans de Kubrick. Et c'est exactement le même regard que faisait Bowman avant d'entrer dans le tunnel psychédélique dans 2001, l'Odyssée de l'espace, mais c'est aussi le même regard qu'avait Jack Torrance alors qu'il souhaitait tuer sa famille dans Shining. Ce regard signifie un changement intérieur fort et irrémédiable du personnage kubrickien, un regard empreint d'une détermination absolue. Et quand Guignol demande à Leonard Lawrence si ce sont des vraies munitions que celui-ci y charge dans son fusil, il répond avec cette détermination. Oui, 7,62 mm balle entièrement cheminée métal, soit en anglais, et vous allez voir c'est nettement plus classe, Yes, 762 mm full metal jacket, ce qui est l'explication du titre du film. Cette séquence tragique et très forte en émotion clôt la première partie du film. La seconde partie s'ouvre alors. On est au Vietnam, dans une base américaine. Guignol a choisi d'être affecté dans une unité de journalistes militaires. Il travaille alors pour le journal officiel de l'US Army, Stars and Stripes. Journal ce qu'il y a de plus patriotique, qui pose les questions de l'intégrité du journaliste. Dans quelle mesure ce dernier peut-il en effet rester apolitique et donner un avis neutre, ou en tout cas non influencé, voire censuré, sur cette guerre du Vietnam? Et ces questions, le soldat-reporter Davis, alias Guignol, les posera à ses supérieurs. Mais malheureusement, ces derniers ne semblent pas apprécier cette subtilité du métier de journaliste, et comme punition, en quelque sorte, il sera envoyé au front pour faire un reportage, pour qu'ils puissent voir comment elle se mesure l'intégrité journalistique dans le bourbier Viet Cong. Et on se retrouve alors en plein milieu de l'offensive du Tet, début 68, où il retrouve ses amis, si l'on peut dire, du camp d'entraînement, dont un certain Cowboy, ou en tout cas c'est sous ce surnom qu'il aime se présenter. Leader autoproclamé depuis la mort de leur supérieur, Cowboy a sous ses ordres un petit groupe d'hommes, dont un certain Animal Mother, brute épaisse en français, un soldat qui ne raisonne que par la violence et qui dit se battre non pas pour la liberté, mais pour l'amour du carnage. Très rassurant. Animal Mother est en quelque sorte le symbole de ces jeunes désillusionnés, ayant, à cause de la guerre, perdu toute notion des réalités et ne raisonnant que par la violence et le meurtre, car ce sont les lois de la guerre. Born to kill, né pour tuer. Et c'est justement ce que Guignol a écrit sur son casque, juste à côté du symbole de la paix, signifiant selon lui la dualité de l'homme. À la fin du film, le groupe de soldats se trouve en pleine escarmouche contre une position Viet Cong particulièrement bien défendue par un sniper presque intouchable. Finalement, les soldats réussissent à entrer dans le bâtiment, et c'est alors que la compagnie, ainsi que le spectateur, s'aperçoivent à leur grande surprise que le sniper est une jeune femme. Un des soldats finit par l'abattre, et Guignol l'achèvera. Puis le film se clôt sur un dernier plan montrant les soldats marchant dans une ville en flammes, tout en chantant la musique du générique du dessin animé Mickey Mouse Club. Il y a deux moments très forts dans ce film. La fin de la première partie et la fin de la seconde partie. Deux moments durant lesquels le héros, Guignol, sera confronté de très près à cette fameuse dualité de l'homme, entre le bien et le mal. Exactement le même type de problématique qu'Orange Mécanique. Car Full Metal Jacket n'est pas seulement un film sur l'absurdité de la guerre, contrairement à des films comme Platoon d'Oliver Stone par exemple. C'est un film qui pose de vraies questions de fond, comme qu'est-ce que ça veut dire faire le bien dans nos sociétés contemporaines? La société pervertit-elle l'homme? On est assez loin du « c'est pas ma guerre » de Rambo, même si ce dernier frôle déjà cependant ce questionnement.
Mais comme toujours chez Kubrick, c'est à la fois un film fort intellectuellement, mais aussi fort esthétiquement. On a des plans magnifiques, un rythme toujours très juste, et comme d'habitude, une bande originale exceptionnelle. Mais cependant, point de musique classique dans ce film, exception notable pour un film de Stanley Kubrick. À la place, on en tient bien sûr tout un panel de musique rock'n'roll des 60s, musique contemporaine donc de l'action. On a par exemple Surfing Bird des Trashmen, Wooly Bully de Sam the Sham, The Chapel of Love des Dixie Cup, Paint in Black des Rolling Stones en générique de fin, mais aussi These Boots Are Made for Walking de Nancy Sinatra, souvent assimilé à la guerre du Vietnam à cause notamment de son utilisation dans Full Metal Jacket, mais également le fameux Hello Vietnam de Johnny Wright, chanson à la gloire de l'engagement des jeunes au Vietnam qui est superbement utilisé par Kubrick dans la séquence d'ouverture du film où on voit des têtes aux cheveux mi-longs, voire longs, se faire raser, symbole de l'embrigadement dans l'armée. Et chose encore plus surprenante que l'absence de musique classique, on a dans ce film de la musique originale composée pour le film. Ah bon? Mais pourtant Kubrick méprisait la musique au cinéma, disant qu'elle était inutile, alors que l'on a à disposition tout un répertoire de chefs-d'œuvre de la musique. Oui, mais la compositrice s'appelle Abigail Mead, ce qui, ô étrange, est le nom d'artiste de Viviane Kubrick, la fille de Stanley. Et oui, il y a du piston même chez les grands génies. Mais cependant, il faut reconnaître que cette musique d'ambiance, puisque c'est plus une musique d'ambiance qu'une musique à écouter en tant que telle, à l'exception peut-être du morceau assez génial qu'on a écouté en début de cette chronique, a un aspect assez étrange qui fonctionne très bien dans les scènes d'action ou les moments dramatiques. Et c'est d'ailleurs la seule contribution de la fille de Stanley Kubrick à l'œuvre de son père, si ce n'est également le très beau making-of de Shining qu'elle avait réalisé pendant le tournage. Il se trouve en effet qu'après la sortie de Full Metal Jacket, Viviane Kubrick est entrée dans l'église de la scientologie et a mystérieusement coupé tous les ponts avec ses parents. Alors outre le travail sur la musique, il y a aussi celui sur les décors, qui est, on le sait, très cher à Kubrick dans sa logique de naturalisme. Cependant, avec Full Metal Jacket, Kubrick semble s'éloigner du naturalisme absolu qu'il prêchait notamment dans Barry Lyndon. Alors certes, on est loin d'un espace ultra minimaliste, comme peut l'être celui de Dogville, de Lars von Trier, puisque dans Full Metal Jacket, on a toujours une reconstitution réaliste. Mais il n'y a cependant pas la volonté de reconstitution absolue de la guerre du Vietnam, comme pourrait l'être celle de Platoon. En réalité, le problème c'est que le film n'a pas été filmé au Vietnam, mais au Royaume-Uni. Les scènes de camp d'entraînement furent filmées dans une base aérienne près de Cambridge, et les scènes de la seconde partie du film, où on voit des bâtiments détruits, des paysages urbains du Vietnam et des passages de jungle, furent entièrement filmés dans une zone désaffectée de la compagnie de gaz britannique en banlieue de Londres, redécorée bien sûr pour l'occasion. On a notamment fait venir 200 palmiers d'Espagne et 100 000 arbres en plastique d'Hong Kong pour recréer la jungle. Mais pour ce qui est des équipements militaires, Kubrick fut confronté à un autre problème. L'armée, pensant que le film allait être trop antimilitariste, a refusé de prêter des véhicules et des armes à la production. Fort heureusement, un admirateur de Kubrick, colonel dans l'armée belge, a pu prêter 4 chars M41 de sa collection personnelle qui furent repeints aux couleurs de l'armée américaine. Les hélicoptères furent loués par la production et également repeints, et les armes achetées chez un armurier qui vendait, heureusement, des lance-grenades et des mitrailleuses M60. Voilà pour ce qui est des anecdotes. Je vous dis donc à la semaine prochaine pour parler une dernière fois de Kubrick, et en attendant, je vous laisse avec une musique très Full Metal Jacket, Hello Vietnam de Johnny Wright. Ciao! Kiss me goodbye and write me while I'm gone. Goodbye, my sweetheart. Hello, Vietnam. America has heard the bugle call, and you know it involves us one and all. I don't suppose that war will ever end. There's fighting that will break us up again. Goodbye, my darling, hello, Vietnam. A hill to take, a battle to be won. Kiss me goodbye and write me while I'm gone. Goodbye.
the dark. America has trouble to be starved. We must stop communism in that land, our freedom will start slipping through our hands. I hope and pray someday the world will learn that fires we don't put out will bigger burn. We must save freedom now at any cost, or someday our own freedom will be lost. Kiss me